Interstellar est l'un des plus grands films parus au cours du 21e siècle. Et ce n'est pas juste une opinion comme ça lancée en l'air, avec des milliers d'avis presse et spectateurs qui frôlent ou atteignent la note maximale, avec plus de 2,5 millions d'entrées rien qu'en France, avec la BO légendaire de Hans Zimmer, avec pléthore de récompenses et de nominations. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, le film a marqué son temps, plu aux spectateurs et imprimé durablement sa marque dans l'imaginaire d'une génération. Pourtant, dès qu'on se penche un peu sur l'interprétation d'Interstellar, les choses se gâtent. Si tout le monde a bien vu le côté légèrement évident de la fable écolo, la plupart des critiques se sont ensuite concentrées sur la relation entre le personnage de Cooper et sa fille Murphy, ou Murph pour les intimes, décrivant le long métrage comme une histoire poignante autour des rapports père-fille et de l'amour qui transcende l'espace. Et moi là-dessus je dis, oui, pourquoi pas, mais vous êtes vraiment loin du compte. Et quand je dis vraiment, je veux dire que vous êtes aussi loin qu'un gars paumé dans un désert qui regarde une petite dune insignifiante sans voir qu'il y en a 3 millions plus massives juste à côté. Bref, c'est la blague de l'ahuri qui regarde le doigt quand on lui pointe la lune, et comme ça me fait de la peine, je vous propose d'y remédier aujourd'hui avec une vidéo tellement excellente que vous allez séance tenante vous abonner et activer la cloche. On est bon? C'est fait? Parfait. Alors, quoi? Vous voulez savoir le lien entre notre sujet du jour et la littérature? Eh bah, vous allez voir, ça va devenir archi évident dans quelques instants, donc je vous promets que vous pouvez rester, vous ne serez pas déçus. Vous allez découvrir qu'Interstellar cache un grand questionnement philosophico-mystique, que la littérature y a répondu avec un grand brio de son côté, et que les enseignements du film et de certains grands romans se recoupent merveilleusement, alors préparez-vous, ça va être un feu d'artifice épique. Et en parlant de trucs épiques, est-ce que vous connaissez La Giberne? Les éditions La Giberne, c'est la meilleure maison d'édition, 100% créée par votre hussard favori, qui cherche et trouve dans toute la France les meilleurs écrivains contemporains, histoire de vous proposer de la littérature contemporaine vraiment intéressante, bien écrite, connectée aux enjeux du temps et porteuse d'un message un peu plus intéressant que tous ces romans de gare insipides qu'on cherche à nous refourguer tout le temps, et qui ont autant de profondeur stylistique qu'un carpe diem tatoué sur l'avant-bras d'une cagole marseillaise. J'ai envie de dire Starfoula. C'est donc de la balle, et en visitant le site de La Giberne via le lien en description, vous trouverez forcément un truc qui vous inspirera. Dystopie sur fond de guerre civile en France avec Pays réel, fantasy avec L'Hydre jamais ne meurt, science-fiction sur fond de désinformation chinoise avec Objectif 23, bon bref, il y a de quoi faire, et en plus on livre dans le monde entier, on a des versions numériques à moitié prix, et les plus jeunes peuvent se régaler sur le Pass Culture. Alors je le redis, tout est en description, et vous feriez mieux de passer faire le plein parce qu'ensuite on est parti pour un grand voyage spatial direction Saturne, et ce ne sera plus la peine de dire « Je m'excuse, maître Yoda ». Allez, générique. Bon, alors on va y aller par étapes en essayant de ne perdre personne au passage. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Pour les 3 ou 4 marmottes qui viennent de se réveiller après plus de 10 berges de coma, je reprends les bases. Interstellar, ou Interstellaire chez nos cousins un peu chelous mais sympas du Québec, c'est un film de SF américano-roastbeef paru en 2014 et qui narre les aventures d'une équipe d'astronautes menée par Cooper, un ancien pilote de chasse, en quête d'une planète habitable pour remplacer la Terre. Et pourquoi remplacer la Terre, me direz-vous? Eh bah, tout simplement parce qu'à force de ne pas couper l'eau en se brossant les dents et de jeter du carton dans la poubelle verte, les humains ont saccagé leur habitat et que la planète est en train de devenir graduellement impropre à l'agriculture. Alors oui, c'est la Hess. La Hess, vous connaissez la Hess? Mais pas de panique, la lourde NASA américaine œuvre dans le plus grand secret pour sauver tout le monde. Ouf, j'ai envie de dire. Depuis quelques années, un trou de verre est apparu à côté de Saturne et permet de se téléporter à Pétaouchnok dans l'univers, histoire d'y trouver une planète B à coloniser. Il n'y a pas de planète B. You are fake news. Bon, alors à ce stade, vous vous en doutez, 2 soucis majeurs. Petit 1, comment trouver une planète digne de ce nom et vivable? Et petit 2, comment transbahuter 7 à 10 milliards d'humains jusque là-bas? Et bah, c'est là que Cooper et sa team composée d'une nana, d'un sidekick oubliable et d'un Renoir, oui donc de Cooper quoi. How dare you? Je rigole, on se calme, ils entrent en jeu. Leur but, utiliser les données récoltées durant de précédentes expéditions par des astronautes envoyés au Schnaps dans l'univers pour cibler quelques bonnes planètes, et trouver le havre de paix tant recherché. Où peut-il être, où ils peuvent bien être. Et là, s'ils le trouvent, 2 possibilités. Soit on fait venir toute l'humanité, soit on utilisera un paquet d'embryons humains en éprouvette pour faire renaître l'humanité une seconde fois, artificiellement,
sur place. Alors Cooper et sa team, ils se mettent en route et ils vont passer le trou de verre avant d'explorer 3 planètes. Et là, il faut que je vous présente le point le plus important, le plus crucial et le plus sous-estimé du film, le temps. Et c'est pas une façon de dire que je m'ennuie en regardant ça, hein. Interstellar, c'est un film qui contient en permanence une réflexion importante sur le temps, opposant l'urgence de trouver un abri galactique pour l'humanité et la lenteur abominable des recherches de Cooper. Bah oui, parce qu'il faut déjà plusieurs années pour atteindre Jupiter et passer le trou de verre, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que la première planète qu'ils vont visiter, et qui est potentiellement habitable, elle se situe à côté d'un trou noir. Et comme vous le savez si vous avez fait Bac S ou regardé les vidéos d'Astronogeek, le temps a légèrement tendance à se dilater autour d'un trou noir. En d'autres termes, chaque heure passée sur la planète équivaut à des années en orbite autour de la planète et à encore plus longtemps sur la Terre où Cooper a laissé son fils et sa fille avec l'espoir de les retrouver un jour. Alors quand Cooper et son équipe découvrent qu'en plus la planète n'est finalement pas habitable, c'est la grosse déception. Voilà, nous avons un peu le sentiment d'être venus pour rien. Ils retournent au vaisseau mère et là, 23 ans sont passés. Ah oui, hein, ça chiffre plus vite qu'un taxi parisien cette affaire. Et le Renois, qui s'appelle Romilly et qui les a attendus de leur point de vue pendant 1 heure, il a en réalité passé 23 plombes tout seul dans le vaisseau. Et plus grave encore, pendant ce temps, la vie a continué sur Terre, les enfants de Cooper ont grandi, ils ont entamé leur vie, ils ont fait leurs expériences, et voici qu'à travers les messages que ceux-ci ont fait parvenir au vaisseau en son absence, Cooper découvre qu'il a désormais, et à jamais, perdu des années auprès de sa famille. Le temps est une chose cruelle, changeante, qui fuit et ne vous fera pas de cadeau. Si vous ne faites rien de la vie, il n'y a pas de deuxième essai. Akabi, Akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses, c'est pratique. Et il n'y a pas de deuxième essai, c'est exactement ce qu'a fini par se dire le professeur Mann, l'astronaute qui avait été envoyé en éclaireur sur la 2e planète pour voir si elle était habitable. Et elle ne l'était pas. En tant que cobaye pour tester la viabilité d'un monde, Mann était supposé, à ce stade, se cryogéniser et attendre, hypothétiquement, qu'on vienne un jour le chercher. Mais voyez-vous, après quelques années à végéter et à attendre les secours, il a fini par disjoncter et par se dire que, foutu pour foutu, il allait envoyer un signal comme quoi sa planète était habitable, appeler les secours et trouver un moyen de s'enfuir plutôt que de crever là tout seul, dans le froid, comme un chien. Encore une fois, c'est le temps qui a travaillé lentement Mann, qui l'a rendu fou et l'a forcé à remettre en doute son existence et les valeurs d'honneur et d'honnêteté qui lui valaient jusqu'ici le respect de tous pour attirer Cooper et sa team dans un piège. Bon, alors je passe sur les trahisons du bonhomme, sur la fuite calamiteuse de cette planète et sur la mort de Mann pour me concentrer sur la fin du film. Pour atteindre la 3e planète, faute de carburant, Cooper et sa zoulette de poche, ils décident d'utiliser la gravité du trou noir voisin pour jouer sur la force centrifuge et atteindre la dernière planète avec la réserve de carburant, un peu comme ton daron le crevard qui emmène la Twingo faire un plein seulement lorsque la jauge de carburant clignote et lâche des bips anxiogènes en espérant que la pente qui mène jusqu'au Super U permettra d'économiser quelques gouttes d'essence. T'as plus d'argent, hein. Ah, je t'ai dépouillé là. Et ça va amener 2 choses importantes. Déjà, à cause de la dilatation du temps autour du trou noir, Amelia, c'est le nom de la meuf qui accompagne Cooper, elle va arriver trop tard sur la 3e planète pour y sauver son amant qui était parti là-bas en éclaireur et dont le caisson cryogénique a été écrasé par un éboulement. Et puis ensuite, Cooper il va se sacrifier en cours de route en se jetant dans le trou noir pour aider le vaisseau à prendre de la vitesse. Et là, bon alors là, on rentre dans mon interprétation personnelle du film, très personnelle même, mais je suis désolé, j'arrive pas à voir les choses autrement. Cooper tombe dans le trou noir et est aspiré pour se retrouver dans une espèce de zone de chargement interdimensionnelle, je sais pas comment qualifier ça autrement, dans laquelle il revoit sa fille et peut lui dicter des indications en morse grâce à la trotteuse de cette superbe montre à 1095 € frais de port inclus pour sauver l'humanité à distance. Et là, comme par magie, la Fifi capte tout, résout des équations, l'humanité s'unit, on fabrique des vaisseaux pour explorer l'espace, et Cooper est sauvé in extremis en étant retrouvé dans les parages de Jupiter par des vaisseaux humains qui quittent la Terre en masse pour rejoindre la planète trouvée par Amelia. Alors tout ça c'est l'occasion pour Cooper de retrouver sa fille qui est devenue vieille mais qui l'aime toujours et comment ça c'est trop beau? Eh bah oui, exactement. Parce que pour moi, tout ça, toute la fin du film, le out of bounds en sautant dans le trou noir, le sauvetage de 10 milliards d'humains et les vaisseaux galactiques, c'est juste une très longue agonie de Cooper qui tombe dans le trou et voit ses plus folles espérances défiler à pleine bourse sous ses mirettes. Donc la scène de fin avec la Fifi, c'est du flan. Le coup de la montre, c'est pour rassurer les spectateurs ricains tellement fragiles qu'ils ne pourraient pas supporter un film sans happy end. Et tout ce qu'il reste, c'est un astronaute qui se fait spaghettifier en tombant dans Gargantua le trou noir. Oui, le trou noir s'appelle vraiment Gargantua. Et Amelia qui va faire plein de GPA sans mère porteuse sur la planète B pour relancer l'humanité. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Le reste, c'est fake. Et ainsi posé, je pense que les choses deviennent beaucoup plus claires.
Interstellar, ce n'est pas avant tout un film sur les rapports père-fille, l'amour qui transcende toutes les difficultés, etc. Même s'il y a de ça, ok, à petite dose. C'est un film sur la cruauté du temps, sur l'existence qui file, sur la déconnexion des parcours de vie, sur l'attente sans fin d'événements qui ne viendront peut-être jamais, et, en dernier recours, sur le combat que chaque homme, au seuil de la mort, livre pour clamer une dernière fois ses rêves et ses aspirations. Alors oui, c'est badant dit comme ça, mais ça me semble quand même beaucoup plus cohérent. Vous me croyez pas? Tenez, prenez 2 secondes pour visualiser la détresse de Cooper quand il s'aperçoit que ses enfants ont grandi et que, sans nouvelles de lui, il le croit maintenant mort. Et pour continuer dans cette lancée, songez aussi à l'enfer qu'a vécu Romilly, le pauvre bougre resté à bord pendant 23 ans, et osez me dire maintenant que le grand méchant d'Interstellar, le vrai grand sujet du film, ce n'est pas le temps lui-même et ses effets ravageurs sur la psychologie humaine. C'est bon, vous êtes convaincus? Eh bah c'est top, on va pouvoir causer de littérature. Parce que le temps et les ravages du temps, c'est un sujet abordé d'une façon à la fois très proche et très différente dans un petit roman absolument incroyable de la littérature italienne, Le désert des Tartares, de Dino Buzzati. Ce roman, c'est l'histoire de Giovanni Drogo, un jeune lieutenant plein d'espoir dans un pays fictif qui pourrait tout à fait être l'Italie au début du XXe siècle. Au début du roman, Drogo est nommé pour sa première affectation au fort Bastiani, un endroit isolé et sinistre au fond d'une province reculée qui jouxte un désert où personne ne passe jamais et qu'on surnomme, justement, le désert des Tartares. Rapidement, Drogo se rend compte que les chances de faire carrière là-bas sont assez minces et que, surtout, être un soldat et garder un désert que personne ne cherchera probablement jamais à envahir, c'est un peu la meilleure façon de devenir fou. Il décide donc de se faire muter en urgence, mais au moment où tout est prêt pour son départ, il se passe quelque chose d'étrange. Il sent comme une force mystique qui lui demande de rester un peu. Alors il se dit que c'est pas grave, il va faire 4 mois au fort pour attendre la prochaine visite médicale, et au bout des 4 mois, il décide de rester finalement 2 ans pour prendre de l'expérience et gagner ensuite ses galons, et puis après il va rester 4 ans de plus parce que ses collègues ont pris toutes les places pour les mutations, etc. etc. Et de fil en aiguille, Drogo va passer toute sa carrière et toute sa vie au fort Bastiani, gravissant les échelons militaires jusqu'à commander le fort, sans jamais avoir combattu le moindre ennemi, ni participé à la moindre guerre. Et ce qui caractérise le désert des Tartares, c'est son travail permanent sur la vacuité de la vie et la façon dont les hommes, pour meubler la longue attente qui constitue l'entièreté de leurs existences, ils les peuplent de rites, de légendes, de croyances et d'espoirs. Au fort, Drogo s'aperçoit vite que le règlement militaire est respecté scrupuleusement au point de devenir absurde et kafkaïen. Un garde va ainsi, un jour, abattre un autre soldat qui était pourtant son ami parce que le gars se présente devant le fort sans connaître le mot de passe réglementaire. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Et dans le même temps, tous ces soldats désœuvrés, et notamment les officiers, ils rêvent de gloire et se racontent des légendes comme quoi, un jour, les Tartares viendront les affronter et que le fort sera alors le centre d'une grande bataille stratégique. Et ce mode de vie hors du temps, totalement tourné vers l'attente et l'hypothétique attaque d'un voisin qu'on ne voit jamais, il finit par sortir Drogo de la vie ordinaire. Quand il retrouve sa famille et ses amis après 4 ans au fort et à l'occasion d'une permission, il s'aperçoit que tous ont fait leur chemin sans lui et que certains sont même partis à l'étranger ou en voyage, ne se souvenant même plus de son existence. Et le pire, c'est quand il retrouve son amour de jeunesse, la sœur d'un ami qui est de toute évidence encore amoureuse de lui et avec qui il lui suffirait d'un seul mot pour tout renouer. Mais c'est comme si un voile s'était glissé entre eux, comme si leur vie s'était séparée, avec d'une part la jeune femme pétillante et de l'autre un homme prématurément triste, vieilli et renfermé. En somme, c'est comme si Drogo et ses proches avaient vieilli, mais pas au même rythme. Ça ne vous rappelle rien? Oui. Bon, et puis il y a un gros truc à dire aussi sur la fin du livre qui rappelle complètement Interstellar, alors pour ne pas vous gâcher la surprise, si vous voulez vous procurer cette petite merveille, je vous invite à passer en description et à cliquer sur le petit lien que je vous y ai mis, histoire d'acquérir le désert des Tartares. Pour rappel, passer par ce lien ne vous coûtera pas 1 centime de plus, mais une petite commission me sera reversée, c'est donc un bon moyen de soutenir la chaîne et de vous cultiver sans vous ruiner, alors passez nombreux, je compte sur vous. Et tant qu'on y est, passez aussi, toujours depuis le lien que je vous ai mis en description, visitez le site de la Giberne. Si vous aimez les histoires de temps qui passe et de destin liés à l'attente, on vient de publier Rolf, un thriller teinté de SF et de lourde philosophie nietzschéenne qui épouse précisément les mêmes thèmes, alors passez vous régaler, ça va vous plaire, c'est promis. Et si vous voulez en savoir plus, je vous remets la vidéo de présentation du livre dans un coin de l'écran et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, alors ceci étant dit, que se passe-t-il à la fin du désert des Tartares? Eh ben, tout simplement, ça y est, la guerre est enfin déclarée et les fameux Tartares passent à l'attaque. Sauf que Drogo, entre-temps, il est devenu vieux et faible, de sorte qu'il s'évanouit devant ses hommes et se révèle, à l'instant crucial, inapte au combat. On l'évacue vers l'arrière au moment où commence la guerre et il se retrouve seul face à la mort, dans une auberge, en train de livrer son petit combat à lui et de clamer une dernière fois sa vision du monde. Et là, vous ne pouvez pas ignorer le parallèle avec Interstellar. Quand Cooper tombe dans le trou noir pendant
pendant qu'Amelia continue sa route, il se retrouve exactement dans la situation de Drogo, qui a attendu toute sa vie un événement important et qui, alors que tout se déclenche enfin, fait longuement face à son propre trépas. Alors oui, dans le film, il est clair que l'action de Cooper a sauvé des vies, tandis que dans le roman, rien n'indique si Drogo a laissé un fort en bon état et prêt à se défendre. Mais peu importe, ce qui compte ici, c'est la figure du héros qui tombe au seuil de la victoire, frappé par le plus mortel des ennemis, le temps. Car, et le roman insiste là-dessus, le temps est une force insidieuse. Elle se glisse dans les interstices et vous ronge sourdement. Un claquement de doigts et vos meilleures années sont passées. Un autre et vous voilà un homme mûr. En quelques tours du soleil, vous êtes vieux, ridé, et vos espérances sont la dernière chose qui vous raccroche encore à votre jeunesse. Car si Cooper n'a pas l'air si vieux à la fin du film, souvenez-vous qu'il a passé, en référentiel terrestre, 23 ans près du trou noir, ce qui l'amène à peu près à l'âge du commandant Drogo lors de son évacuation. Alors oui, je vous le concède, à ma connaissance, il n'existe aucun lien avéré entre le film Interstellar et le roman de Dino Buzzati. Mais ce qui importe ici, finalement, c'est moins l'existence ou non d'un lien conscient du côté des scénaristes que l'existence d'une grande question qui traverse tout un pan de la littérature, celle du temps qui file, de la vacuité de l'existence humaine et des enjeux individuels face à l'indifférence du destin. Alors non, je ne vais pas vous reparler ici de Proust, de Dostoïevski ou de Balzac. À la place, je vous recommande plutôt de lire ce bon petit banger. Alors foncez, le désert des Tartares vous attend et on se retrouve en conclusion. Dans la Bible, Moïse, après avoir guidé les Hébreux à travers le désert, il meurt à 120 ans aux portes d'Israël sans pouvoir y pénétrer. Quelle humiliation! Ce genre de situation, où une attente crée un destin qui s'achève paradoxalement au moment où l'attente va être résolue, c'est donc une vieille question qui traverse beaucoup de cultures à travers des références religieuses, picturales ou narratives. Alors si vous avez aimé Interstellar, je vous laisse vous abonner et activer la cloche, passer sur le site de la Giberne et, bien sûr, lire du Dino Buzzati qui le mérite bien. Buzzati, il a longtemps été journaliste, donc son style est vraiment facile à suivre et on retrouve pourtant dans son écriture la même petite touche fantastique et ésotérique qui fera, plus tard, le succès de Borges. Alors régalez-vous et à la revoyure les gars. Allez, chargez!